Merci. Je veux remercier tout d'abord l'invitation à participer à ce séminaire-là, et surtout la Fondation Gabriel Péri et tous ceux et celles qui aujourd'hui nous accompagnent là. Je crois que c'est très important de réfléchir sur ces questions de la paix, de la possibilité réelle de la paix, mais aussi de la nécessité de la paix. C'est parfois, il faut parfois signaler que c'est quelque chose de nécessaire dans certaines conditions historiques, obligé de créer les conditions pour que la paix soit possible. La Colombie, c'est l'Amérique latine, l'Amérique du Sud. Nous sommes entre les Caraïbes, la Pacifique, l'Amazonie, les Andes. C'est un pays qui est comme une espèce de pierre angulaire du continent. La Colombie a souffert, a été sous une condition de très forte influence de la géopolitique américaine. Nous avons eu un pays divisé au début du XXe siècle, quand les États-Unis sont intervenus au milieu d'une guerre civile pour pousser la séparation du Panama, qui était un des départements de Colombie, son département le plus important. Et puis, nous avons une histoire où cette influence américaine, surtout après la Seconde Guerre mondiale, s'est manifestée sous la forme d'une doctrine de sécurité nationale, une doctrine d'ennemis internes qui s'est imposée au moment du Bogotazo. Le Bogotazo a été une terrible répression massive de l'armée colombienne contre la population qui s'est soulevée après l'assassinat du leader populaire Jorge Eliezer Gaitán le 9 avril 1948. C'est à partir de ce moment-là que les États-Unis ont poussé, la création d'un système interaméricain lié à la cause anticommuniste, lié à un des piliers de la guerre froide. Et c'est donc après cela qui a commencé dans mon pays une très longue poursuite des communistes, des gens de gauche, des libéraux de gauche, des protestants, même dans le camp religieux, et des gens indépendants, des intellectuels qui doivent sortir du pays durant les années 50. La Colombie, c'est le seul des pays de l'Amérique latine qui a envoyé des troupes à la guerre anticommuniste en Corée aux années 50. C'est une des choses dont il faut tenir compte, parce que le modèle qui a été appliqué tout de suite par la dictature militaire de Rojas Pinilla entre 1953 et 1957 a été de liquider, d'effacer l'organisation des paysans dans des petites villes, dans des petits hameaux où ils s'étaient réfugiés du point de vue des persécutions qu'ils souffraient dans le pays et qui ont été nommés par l'extrême droite en Colombie comme si c'était des républiques indépendantes. Donc, c'était des républiques indépendantes dites par l'extrême droite, par les militaristes, et signalées comme des républiques communistes qu'on devait faire disparaître. C'est ce qu'on a fait à Villarrica en 1955, puis à Marquetalia en 1964. C'est là, en 1964, qui commence la lutte, la résistance organisée en guérilla de la part des FARC. C'est formé le FARC en 1964, l'armée de libération nationale une année après, en 1965, est surgi au département de Santander, dans les régions du milieu du pays, et il y a une situation de création de formes de lutte de résistance armée qui ont une base populaire dans le mouvement paysan du pays à travers plusieurs moments de l'histoire.
Donc nous sommes maintenant dans une Amérique latine où il y a des changements, il y a des gouvernements démocratiques. Et on a dit par certains qu'il y avait une espèce de cycle de gouvernements de gauche qui se sont succédés en Amérique latine, mais qu'il y a une espèce de pendulation dans un autre sens maintenant que le cycle est fini. Nous ne croyons pas qu'en Amérique latine il y a un cycle fini pour la gauche et pour le gouvernement démocratique. Nous avons dit qu'un seul gouvernement qui a été battu aux élections, un gouvernement qui était plutôt à gauche, en Argentine, mais les autres qui ont été tombés, qui sont fait tomber, l'ont été à travers les coups d'État de diverses formes. Au Brésil, par exemple, Madame Dilma Rousseff, ou dans le cas avant de l'évêque Lugo au Paraguay, ou encore à Honduras dans les années antérieures. Donc, il y a une situation de lutte en Amérique latine, de confrontation, de défense, de conditions de démocratisation et de recherche de changements qui ont un très fort contenu social, de transformation sociale et de revendications pluralistes du point de vue de culture de divers secteurs des sociétés. Donc, la situation en Amérique latine, qui est le contexte où se trouve la paix en Colombie, c'est fort confronté, surtout dans le cas du Venezuela. Il y a une situation de crise économique, il y a une révolution en Venezuela démocratique qui résiste, qui fait des efforts pour sortir en avant, mais qui doit faire face à une crise économique dont les racines ne viennent pas du chavisme, viennent d'il y a 50-60 ans, quand le Venezuela avait un essor du point de vue de la rente pétrolière, où il avait des revenus qui provenaient du pétrole, et maintenant cette situation a changé tout à fait dans la vie normale, mais pendant ce temps, le Venezuela a perdu sa base de souveraineté alimentaire, par exemple. Sa paysannerie s'est dissoute dans les villes, et cela s'est résolu à l'époque à travers l'importation d'aliments, denrées de tout le monde. Donc il y a une situation très particulière qui maintenant fait crise tout à fait, et le gouvernement bolivarien fait des efforts pour en sortir. Nous pensons que le moment critique a déjà été dépassé, et il y a une nouvelle situation qui part de la conformation d'une Assemblée nationale constituante qui a reçu une très longue, important appui de la population, qui a été créée et qui commence à étudier des sorties à la situation et a réussi à rassembler une grande partie de l'appui populaire dans la résistance aux interventions, aux déstabilisations. Il y a encore quelque chose en plus qu'il faut noter, c'est la menace de M. Trump d'intervention militaire en Venezuela, qui, dans les conditions du patriotisme, même des secteurs de la droite qui sont contre Maduro, cela a changé également la situation dans un sens où au Venezuela c'est très difficile, disons qu'en ce moment puisse se dérouler une intervention militaire de la part des États-Unis. Quand même, nous disons, il y a des exercices militaires qui sont en train d'avoir lieu dans l'Amazonie, tout près du sud du Venezuela, entre les armées de Brésil, Pérou, Colombie et les États-Unis. Cela n'est pas une bonne chose. La militarisation de l'Amazonie, c'est quelque chose que nous refoulons et que nous croyons qui doit être rejeté de la part des forces de la paix
dans le monde. L'Amazonie n'est pas un espace pour la guerre en Amérique latine et non plus pour l'intervention américaine en Amérique latine. Donc je pense qu'en Colombie, dans ces conditions, c'est créé une situation de paix. Il y a un accord de paix qui a été signé. Et, il y a des résistances persistantes de la part de la lutte populaire et démocratique. Pourquoi il y a l'accord de paix? Parce que les guérillas n'ont pu être vaincus par l'armée, même pas avec l'appui des États-Unis, durant le plan Colombie, qui a été une loi des États-Unis pour intervenir militairement en Colombie, sous le prétexte de la lutte contre les drogues. Et encore, parce que dans les conditions de la crise capitaliste mondiale, donc la bourgeoisie, un secteur de la bourgeoisie, une fraction de la bourgeoisie a décidé d'avoir, de se fixer un autre objectif, acceptant de dialoguer et de créer les conditions d'un accord politique. Cela obéit, disons, à une division au sein de la bourgeoisie dominante. C'est ce qu'on a pu profiter pour faire avancer l'accord de paix. Ce n'est pas un accord merveilleux, c'est un accord avec beaucoup de difficultés à se réaliser, mais est quelque chose d'important dans les conditions du pays. Nous avions posé la question d'une sortie politique en Colombie de la part des FARC et des partis communistes il y a 36 ans. Il y a eu 2 essais de paix qui se sont trouvés entre cette époque et maintenant et qui ont été frustrés par les conditions qui ont été imposées par le militarisme dans le pays. Et plusieurs milliers de morts qui se sont traversés, disons, dans ce temps. Finalement, on arrive à cet accord et nous sommes, disons, en train d'y tenir pour que cela avance, pour que les conditions qui permettent d'échanger une guerre par une ouverture démocratique, au moins pour une ouverture politique qui permette de créer de nouvelles conditions et dégeler également une situation qui était étanche durant beaucoup de temps, et nous créer des conditions qui facilitent les possibilités d'avancer pour le mouvement démocratique et qui est une nouvelle très importante pour l'ensemble de l'Amérique latine, même dans les conditions où Trump veut changer un peu les rapports dans le continent. Alors, ce n'est pas facile. Nous avons une loi d'amnistie qui a été approuvée. Il y a une loi pour l'opposition également. Il y a une loi pour la création d'une justice transitionnelle, une justice spéciale pour la paix, qui est un peu, disons, symétrique, qui permet de juger les délits qui ont été commis au milieu de la guerre, mais aussi ceux qui, de la part du gouvernement et de l'armée, ont commis des crimes contre l'humanité au cours de la guerre, qui ont été assez importants, assez graves. Nous venons, les communistes et Union patriotique, d'avoir souffert un génocide, une extermination continuelle qui est une des conditions les plus graves et qui a les plus longues conséquences dans la vie nationale. Les génocides ne sont pas pour exterminer seulement quelque chose qui semble étrange du point de vue de la domination. C'est pour créer une espèce de pédagogie, une pédagogie de la mort, de la peur et de l'imposition de nouvelles règles à la société. Et cela l'a souffert la société colombienne, comme l'a souffert également la société argentine en ce moment, mais en Colombie, cela encore veut se prolonger. C'est pourquoi nous disons, l'une des conditions pour que cela finisse, pour que la guerre finisse réellement, c'est la fin du paramilitarisme. Et la fin du paramilitarisme, le démontage des appareils paramilitaires qui ont
fonctionner à côté de l'armée, avec l'appui de l'armée, avec l'appui du gouvernement, des partis politiques de l'extrême droite. Cela doit finir dans les conditions colombiennes si l'on veut que cela progresse dans une voie vraiment de paix. Finalement, je dois dire, nous sommes voués en ce moment à une question définitive. C'est comment garantir dans les élections de l'année prochaine, au mois de mars, au mois de mai, qui sont des élections législatives et présidentielles, comment garantir que l'accord de paix puisse continuer de se réaliser, puisqu'il y a une espèce d'alliance de forces qui s'opposent à l'accord de paix, qui veulent regagner le pouvoir en 2018. Ça, c'est un pari très fort pour nous et pour l'ensemble des forces démocratiques. Maintenant, FARC s'est constitué comme une force alternative, révolutionnaire, du commun. Et ils sont déjà une organisation politique légale, disons. Nous travaillons ensemble avec le conjoint de forces qui sont Union Patriotica, Marcha Patriotica, FARC, Parti communiste et d'autres forces de gauche dans l'idée de pousser un fort mouvement de rassemblement, de convergence démocratique, de tous ceux et toutes celles qui sont en faveur de la continuité de la paix et de sa consolidation comme parti. Pas seulement d'une nécessité de la société colombienne, mais comme quelque chose de très important pour l'Amérique latine et pour contrer les intentions d'intervention militaire, par exemple, de M. Trump au Venezuela, ou d'interrompre d'autres processus démocratiques dans l'ensemble du continent. Nous croyons que cette idée d'une espèce de gouvernement de transition à la démocratie, c'est nécessaire. Mais cela fait aussi nécessaire la création d'une nouvelle corrélation de forces. L'accord de paix a été signé avec une corrélation de forces qui était gagnée surtout de la part de la lutte armée. Plus de 53 années durant. Cela a cumulé des forces et des possibilités et ça a créé une impasse militaire dans le pays. Maintenant, il n'y a plus cette force-là. C'est la force du rassemblement, de l'unité, de la mobilisation des masses et du vote démocratique qui peut maintenant consolider la paix. Nous y travaillons, mais pas tout n'est garanti en ce moment. La paix est possible, il faut y tenir. Elle est aussi nécessaire, mais elle est un résultat également de la lutte politique, de la lutte des classes, de l'ouverture du changement qui permettent de faire des choses nouvelles pour la société et résoudre des problèmes qui ont été retenus pendant beaucoup de temps. Donc c'est ça ce qui se passe en Colombie. Je vous laisse, s'il y a des questions, bien sûr, on est tout disposé à les répondre. Merci.